Ah, je pense que ça va marcher. C'est Facebook Live proposé par l'équipe d'Auto-Brésil qui depuis toujours est très impliquée dans l'information sur le Brésil de manière générale et depuis la crise du Covid-19, elle est davantage très mobilisée dans la traduction d'articles, d'analyses réalisées par nos partenaires brésiliens. Et depuis 6 semaines, bien sûr, nous sommes très sensibles par rapport à ce qui se passe au Brésil. Nous observons beaucoup comment la pandémie du Covid-19 et les réponses des pouvoirs publics brésiliens ont exacerbé les inégalités du pays et ont augmenté la vulnérabilité d'une grande partie de la population. Donc, notre proposition pour cet après-midi, c'est presque 2 heures que nous allons passer ensemble. On va finir vers 19 heures. Nous vous proposons ce temps de débat, de discussion et d'échange pour faire un état des lieux, pour comprendre les impacts de la crise sanitaire sur la politique du pays, sur la société, sur les questions de droits humains, sur les peuples autochtones, sur les communautés, sur les mouvements sociaux, donc toute la population brésilienne. Donc, nous avons eu la chance nous avons la chance encore d'avoir avec nous cet après-midi Bia Barbosa du collectif Intervozes. Le collectif brésilien Intervozes est un collectif de communication qui travaille pour la sauvegarde de la liberté d'expression et les droits humains sur toutes les formes de communication. Ici, Intervozes Auto-Brésil, c'est une belle parcerie, comme on dirait au Brésil, donc un beau partenariat qui dure depuis très longtemps. Donc, on a le plaisir d'avoir Bi aujourd'hui ici avec nous. Et aussi, une partie de l'équipe d'Auto-Brésil, nous ne sommes pas toutes et tous aujourd'hui mobilisés, mais il y a une partie qui est là avec nous aujourd'hui. Et donc, nous avons Bi Rodoval. Donc, cet après-midi, nous aurons 2 Bi. Donc, Bi Rodoval, elle s'occupe beaucoup, ouais, elle fait coucou, c'est comme ça. Et Bien s'occupe surtout de l'association du festival Brésil en mouvement qui a lieu au mois de septembre, cette année fin septembre, début octobre 2020. Sarava, si tout marche bien, si on pourra à ces moments-là organiser un festival, on verra. Nous avons aussi avec nous Glauber Cesarino, qui est co-président comme BIA, Rodovalho, d'Auto-Brésil, qui fait un doctorat en sociologie. Nous avons Fred Lira, aussi dans le conseil d'administration d'Auto-Brésil et qui lui fait un doctorat en philosophie. Et nous avons Luc Dufladon, aussi co-président d'Auto-Brésil, qui nous parle directement de Ouganda, d'où il travaille, où il vit actuellement. Voilà pour le panel et moi-même, Erika Campello, qui suis administratrice et cofondatrice d'Auto-Brésil. Voilà, je vais essayer d'animer un peu cette rencontre. On va commencer par des questions générales que nous avons reçues en amont et on va essayer soit de répondre des questions dans le Facebook Live ou après, si on arrive ici, discuter un peu avec vous de tout ce qui se passe, toutes les questions que vous vous posez et si on peut ensemble répondre. Ou vous-même, si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas, vous nous dites si vous voulez intervenir, mais on fera ça plus à la fin. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense qu'on va commencer parce que nous avons reçu pas mal de questions par rapport aux données. Les données nous interrogent beaucoup et nous sommes très, très inquiets par rapport à ce qui se passe là-bas parce que le nombre des cas actuellement connus est très préoccupant et on craint vraiment que le pire peut encore venir. Donc au Brésil aujourd'hui, des cas confirmés, nous sommes autour des 46 000 avec presque 3 000 décès. Ça, c'est les données officielles qu'on a eues le 22 avril. Mais selon un reportage que nous avons traduit récemment, seulement dans l'état de Santa Catarina, dans le sud du pays, et il y a déjà été diagnostiqué plus de 800% de morts par le syndrome respiratoire aigu. Donc, pour la même période de 2020 par rapport à l'année précédente, 2019. Et donc, ce syndrome respiratoire aigu, c'est une des principales, la cause, il est causé, pardon, par le virus du SARS. Donc, c'est une question vraiment, ça pose un problème, ça nous interroge par rapport à ce qui se passe au Brésil. Et selon les scénarios de l'Imperial College de Londres,
les nombres des morts peuvent varier selon les scénarios plus optimistes. On peut arriver à 44 000 décès liés au Covid-19, ou les scénarios les plus sombres parlent d'1 million de décès. Donc, ça va dépendre aussi de la façon dont les autorités sanitaires et politiques vont concevoir le confinement. Donc, et les restrictions aussi de confinement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, une des questions que nous avons reçues, est savoir, est-ce qu'on peut savoir combien des morts et des cas sont confinés? Donc, c'est une question vraiment pour donner un cadre général. Donc, je demanderai à notre invité spécial, Bia Barbosa, de commencer. Peut-être après, Glauber Cesarino pourrait aussi, il a beaucoup suivi pour Porto Brésil ces questions de données. Il pourrait aussi apporter son regard là-dessus. Bonjour, vous m'entendez? C'est bien? Ça marche? D'accord. Bon, merci beaucoup de l'invitation et félicitations aussi pour l'initiative de l'Association Tri Brésil. Bon, les derniers chiffres officiels ici au Brésil sont des 357 décès au cours des dernières 24 heures. Donc, ça veut dire depuis hier. Et 3070 décès depuis le début de la pandémie, donc presque 4000 décès, et environ 53 000 cas confirmés. Donc, c'est déjà une augmentation de 6 000 cas confirmés depuis le nombre qu'Erika a mentionné. Cependant, le ministère de la Santé travaille avec un cadre de sous-déclaration, principalement des cas non graves au Brésil, et on pense que le nombre des cas peut être jusqu'à 4 fois plus élevé que le nombre enregistré, principalement parce qu'il n'y a pas suffisamment de tests au Brésil. Hier, le gouvernement a annoncé la prévision de 46 millions de tests qui seront appliqués au mois de mai. Il a déclaré que presque 2 000 lits seront offerts par le ministère de la Santé aux États brésiliens où le système de la santé menace déjà de s'effondrer. À Rio, par exemple, 10 hôpitaux sont en cours de construction, mais les respirateurs manquent toujours pour qu'ils puissent commencer à fonctionner. Il y a encore un débat de diplomatie internationale parce qu'il y a des pays qui ont confisqué des respirateurs achetés par le Brésil de la Chine, et les respirateurs n'ont pas arrivé au Brésil. Donc, il y a pas mal des hôpitaux qui attendent des respirateurs qui sont en train d'arriver au pays. Il y a également un manque d'équipement de sécurité pour les professionnels de santé. Ça, c'est autre chose très important et sérieux ici au pays à ce moment-là. Environ 10 000 professionnels ont déjà été enlevés pour avoir été contaminés par le coronavirus, par la COVID. Et le confinement national moyen à ce moment est de 50% de la population. C'est important de mentionner qu'ici au Brésil, il n'y a pas d'obligation de confinement comme en Europe. C'est juste une demande que les gouverneurs et les maires ont fait à la population. Mais la pression pour la réouverture des magasins est très forte au Brésil, tant de la part des entreprises que de la part des familles qui ne peuvent survivre sans travail. Et c'est très clair que la mesure qu'on va affronter la maladie est toujours relationnée et dépend du niveau de confinement qu'on va réussir à garantir, à maintenir ici au Brésil à ce moment. Seulement la moitié de la population est en confinement volontaire et les cas, la majorité des États commencent déjà à arriver au niveau maximum des lits, par exemple, disponibles pour la population. D'accord, merci Bi. Peut-être Glauber, toi qui coordonne Porto Brésil l'Observatoire de la démocratie brésilienne et qui travaille beaucoup sur les questions de données sur plusieurs thématiques, comment là, ces 5-6 dernières semaines, ton travail pour rechercher les données, comment tu vois où on peut trouver
données fiables actuellement? Je pense que c'est important aussi de faire un… Ouais, la question est toujours ça, hein. Alors, comme le disait l'ancien président Itamar Franco au Brésil, les chiffres ne mentent pas. Cependant, la personne qui présente les chiffres, oui. Et donc, toute la question des données, c'est un enjeu politique majeur parce que justement, le nombre de tests, comme on s'était dit plusieurs fois, est très petit au Brésil. Par exemple, le CNN Brésil a annoncé à faire fuiter une communication interne des organisations sociales qui gèrent des centres de santé à São Paulo, où elles disent que les cas ne vont pas être communiqués au secrétariat de santé de São Paulo, que les cas touchant des agents de santé à São Paulo. Donc, il y a un effort de sous-notification parfois qui est clair. C'est qu'on arrive à voir en matière de données plus fiables, c'est en fait toutes les données liées à ce qu'on appelle syndrome respiratoire aigu grave, comme tu venais de dire au tout début. Et là, on a eu une augmentation considérable au Brésil. On arrive presque à voir déjà les chiffres de l'année entière, tout entière. Et c'est là, c'est très important parce que la courbe de syndrome respiratoire aigu grave, elle commence à partir de maintenant, normalement, à partir de ce qu'on appelle la saison des grippes et la saison des maladies respiratoires, dont le Brésil ne vivait pas encore. Et là, on a des chiffres de cette année déjà, 45 000 décès liés à ce type de syndrome. Dans la même période l'année dernière, on était bien en dessous de ça. Et pour toute l'année dernière, on était à 46 000. Donc, on est presque au taux national de l'année dernière. Il y a des institutions qui cherchent beaucoup et qui suivent un peu cette ligne en regardant plutôt les maladies respiratoires et les cas de décès en fonction de maladies respiratoires, notamment la Fiocruz, la Fondation Oswaldo Cruz, qui tient un portail Internet qui s'appelle Grippe, Consulta Grippe. On peut vous passer après les liens exacts. Il montre que la courbe a explosé là cette année et qui a dû très fortement à la présence du coronavirus au Brésil. Et certaines populations sont encore plus touchées que d'autres. On voit très bien, on va pouvoir avoir le temps de parler plus tard, mais par exemple, les populations autochtones au Brésil sont en train aussi de voir un bond dans la courbe de décès liés au Covid-19, notamment en Amazonie, qui concentre la grosse majorité des cas de Covid-19 parmi les populations autochtones. Et c'est là sans compter aussi des populations dans la banlieue des grandes villes au Brésil, des favelas et ainsi de suite. Mais en matière de données, les plus fiables aujourd'hui au Brésil, c'est même pas nécessairement celui du ministère de la Santé parce qu'il va prendre que des tests faits et il y a des gens qui sont décédés qui attendent encore les résultats de ces tests. Donc, c'est un peu ça la situation. Mais il faut regarder plutôt du côté de la Fondation Oswaldo Cruz, qui repère aussi et qui met en perspective les données officielles avec les syndromes respiratoires aigus graves. D'accord, merci Glauber. Ben oui, c'est vrai que Oswaldo Cruz, la fondation plus connue au Brésil par le nom de Fiocruz, ça serait l'équivalent de l'Institut Pasteur ici en France. D'accord, mais c'est super. Donc, si vous qui nous entendez aujourd'hui, si vous cherchez de données et vous parlez français, si vous parlez portugais ou anglais, le site de la fondation est majoritairement en portugais, mais aussi en anglais. Et nous, on essaye au Brésil de traduire sur notre site des articles, des analyses produites par leurs médecins ou leurs chercheurs. Et hier, il y a un article très intéressant publié par le géographe spécialisé au Brésil, le professeur Hervé Terry, et où il affirmait qu'une forte proportion d'évangéliques, donc c'est les croyants l'évangélique, comme on dit ici en France, serait un facteur d'aggravation de la contagion au Brésil. Et donc, je voudrais peut-être demander à Bi Rodovalho et Fred Lire s'ils pourraient commenter et comment on peut comprendre cette contagion par le public des croyants évangéliques au Brésil. Quel rôle peut-être ces églises, ces agglomérations ont joué aussi dans la contagion dans le pays. Bi, tu veux commencer et Fred, tu veux prendre la suite? Je pense que d'abord, on a le fait que les églises néo-pentecôtistes n'ont pas fermé.
et beaucoup, enfin, comme elles sont très liées au gouvernement Bolsonaro, elles suivent cette logique d'ignorer les consignes de l'OMS et en restant ouverte et incitant la population à participer au culte, elles incitent évidemment à la propagation du virus et au non-respect des gestes barrières ou les consignes sanitaires. Les cinémas, les théâtres, les musées ont fermé avant les églises, par exemple. Donc, et il y a des églises qui continuent ouvertes. Enfin, comme l'isolement, le confinement, pardon, n'est pas obligatoire, il n'y a pas de contrôle. Et il y a tellement d'églises néo-pentecôtistes au Brésil, qui continuent, de petites surtout, continuent de recevoir des fidèles. D'accord, merci Bille. Et Fred, alors toi, tu as toujours un regard, je pense que tu apportes beaucoup ça dans notre groupe Auto Brésil, tu as un autre regard parce que nous, on vient tous chacun du sud-est, au-dessus du Brésil. Toi, tu as un regard géographique, tu parles d'un autre lieu et dans notre qui est le nord-est du Brésil, qui est ta région d'origine. Et comment, voilà, ces influences des églises pentecôtistes, comme disait Bille, c'est toujours quelque chose, elles sont ouvertes. Moi, j'avais lu qu'il y avait quand même eu un juge fédéral qui avait interdit l'ouverture de ces églises. Alors, comment ça se passe peut-être au nord-est aussi, et après en général sur le Brésil? Je pense que ça a été interdit, mais après, ils ont eu une liminaire aussi pour réouvrir. Bon, c'est un peu compliqué. Ces choses des évangéliques, c'est toujours un peu délicat. Je ne sais pas comment commenter un peu à l'arrache, parce qu'au même temps, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a vu beaucoup, on voit partout dans le monde, des choses très importantes, millénaires. Toutes les civilisations, elles ont une des choses, depuis les hommes des cavernes, tout ça, tout type de civilisation de l'histoire, ils ont eu des rites d'enterrement, en fait. Et c'était un moment fondamental pour leur civilisation, pour faire le deuil et pouvoir enterrer, peu importe comment, de toute manière qu'on peut imaginer. Ça, c'est quelque chose qui unifie anthropologiquement toutes les personnes. Et une des choses que est quand même difficile même d'expliquer, c'est de comprendre, je pense, pour les gens qui sont en train de perdre des proches, des parents, c'est cette interdiction parfois, ou la manière de restreindre les enterrements ou de faire le deuil. Et du coup, et aussi l'aide spirituelle dans un monde séculaire, ici, ou même plus au Brésil, de comment suivre un truc un peu hors mesure, en fait. Et du coup, il faut imaginer que les évangéliques aussi, ils ont ce rôle. Je ne suis pas en train de défendre, c'est pas moi, je m'en fous, hein, mais c'est juste essayer de comprendre aussi qu'ils ont un rôle social. Et ce n'est pas improbable que même s'il y a beaucoup d'évangéliques morts, tout ça, qu'ils sortent plus forts. Parce qu'au moment du deuil et tout ça, l'État, il ne va pas être là. L'État, bon, c'est ce qu'il y a au Brésil. Le gouvernement, c'est la folie. La séparation entre les classes plus aisées, les classes moyennes et les populations plus nécessitées, qui ont des besoins immédiats, qui est déjà énorme au Brésil. Je pense qu'elle est en train de s'accentuer encore plus. Là, c'est les territoires séparés, les favelas, les lieux précaires. Et ce qui tient beaucoup ces lieux, c'est quand même, ce sont les églises évangéliques.
Donc, je comprends un peu l'article du monsieur, mais en même temps, les situations sont différentes, quoi. Et ce qui se passe, c'est juste en train de commencer. Ça va, enfin, en millions, c'est pourquoi. Bref, même, c'est pas un problème. Enfin, on ne sait jamais, en fait. D'accord. Les statistiques. Et aussi parce qu'il y a l'autre côté, on voit pas, moi je suis un peu pour ajouter les choses des statistiques que Glauber vient de dire. Comme ma sœur, elle est médecin, elle est médecin à Récif. Heureusement, elle est enceinte, donc elle peut pas travailler. Ça, c'est même parce que il y a une quantité gigantesque du personnel de santé qui sont tous infectés. Donc, Ouais, du Bi, coup, elle c'est pas parlait de juste… 10 000 personnes, 10 000 professionnels de santé qui sont déjà contaminés au Brésil, disait Bia Ouais, Barbosa. à Pernambouc, c'est 1200, juste à Pernambouc, 1200. Donc, du coup, il n'y a pas de gens pour traiter les autres en plus. Donc, du coup, ça va être encore pire parce qu'il y a ce côté. Au bout d'un moment, il n'y a plus de personnel pour traiter. Ils sont tous dans leurs limites de fatigue, de travail. Donc, il y a cet autre côté qui c'est-à-dire les gens malades, la structure logistique et les soignants. Et même les soignants, on oublie parfois, comme, voilà, il y a des spécialités de médecins qui ne On peuvent pas revient jouer ça. Pardon, je te coupe, mais on reviendra sur cette question Okay. aux professionnels de santé. Mais Bia Barbosa voulait faire un commentaire ou peut-être rebondir sur la question des évangéliques et des églises pentecostales au Brésil. Donc… Non, très vite, c'est juste pour commenter que, par exemple, le gouverneur de Brasilia, la capitale du Brésil où j'habite, a maintenant autorisé la réouverture totale des églises. Donc, c'est une mesure qui nous préoccupe beaucoup parce que le gouverneur a établi que les gens devront assister au service des églises dès l'intérieur de leur voiture, dans les parkings des églises. Mais il est très difficile de croire, par exemple, que cela sera appliqué et que les autorités publiques, par exemple, vont vérifier si ça se passe vraiment comme ça. Parce que, à mon avis, c'est totalement fou de demander aux gens de se mettre dans la voiture. Et combien de voitures un parking d'une église peut abriter, je ne sais pas. Mais les gens vont faire des queues énormes, par exemple, devant les églises pour assister au service et dans leur voiture. Bon, à mon avis, ça ne va pas du tout marcher, mais ça montre un peu la pression qui existe pour l'ouverture des églises au Brésil. Donc, ça c'est très fort. Ouais. Donc là, on a fait un petit premier tour entre les données, quels sont les chiffres, où on peut trouver des données fiables au Brésil aujourd'hui par rapport à l'épidémie. On a parlé aussi un peu des évangéliques, mais on reviendra parce que pourquoi on parle d'eux spécifiquement? Parce que ça représente quand même une importante parcelle de la population brésilienne et on ne peut pas les négliger, ce n'est pas négligeable. Donc, mais ça serait bien qu'on revienne aussi, qu'on vienne sur les questions des pouvoirs publics. Donc, une des questions qui nous ont été envoyées en préparant ce Facebook Live, c'était vraiment le rôle des pouvoirs publics. Et donc, quelles sont les mesures prises par les gouvernements des États, les gouverneurs et les maires? Donc, c'est une première question. Quelle autonomie face au gouvernement fédéral ont ces gouverneurs et ont ces maires? Et bon, c'est déjà deux questions assez larges. Je pense que Luc Biarodoval Glauber pourrait commenter cette première partie, là déjà, autonomie des gouverneurs et de maires vis-à-vis du gouvernement fédéral. Et après, il a une deuxième question, je reviendrai, sinon ça va faire beaucoup de questions pour vous. Mais je ne sais pas, peut-être, est-ce que Luc veut commencer, parce qu'il n'a pas encore parlé. Déjà, sur la question d'autonomie. Oui. Voilà. Alors, je peux me lancer. Bonjour à toutes et à tous. L'autonomie, le Brésil est unique et différent dans le monde parce que l'union, le Brésil est une union, est un État fédéral qui est l'union en fait de 3 niveaux de pouvoir qui sont les villes, donc le pouvoir des maires,
le pouvoir au niveau des États, donc 26 plus 1 qui est le district fédéral, et le gouvernement fédéral. Et donc, en termes de pouvoir exécutif, il est vrai que les gouverneurs ont été les plus visibles depuis le début de la crise, d'abord dans le nord-est et puis ensuite dans le reste du pays, à montrer leur opposition aux déclarations du président et à saisir le pouvoir, le Parlement, donc le pouvoir législatif et aussi judiciaire, la Cour suprême, pour les protéger dans leur autonomie et leur autoriser à prendre des décisions exécutives dans leur territoire. Ça ne veut pas forcément dire que leurs décisions sont forcément alignées avec celles de l'Organisation mondiale de la santé ou alignées entre elles, mais elles sont toutes, ou du moins pour 26 d'entre eux, 25 d'entre eux, différentes de ce que déclare, de ce que voudrait le président de la République. Et au niveau des mairies, pour ce qui est de la santé, et en fait, tout ça accompagne aussi, il y a des mesures économiques qui sont plus fortes au niveau fédéral, mais aussi des mesures au niveau de la santé. Et donc, les unités d'accès aux soins de santé et faites par les rapidement des favelas sont sous la compétence des maires. Et donc, sans aucune orientation des gouverneurs ou du président au niveau fédéral, les maires ont été les premiers à Rio et à São Paulo notamment à donner quelques premières directives pour que les unités de base de soins dans les favelas, les quelques-unes qui existent, puissent prendre des premières mesures de précaution il y a de ça un mois, avant que le Covid-19 arrive véritablement dans ces territoires. C'est important aussi je pense, de souligner que la situation épidémique au Brésil, la crise sanitaire, entraîne aussi, on va parler bien sûr après probablement, une crise politique majeure. Et dans une crise politique qui a toujours existé au Brésil dans son histoire politique, c'est le débat, la dispute entre fédéralisme et centralisme au Brésil. Donc, aux années 30 avec Vargas, au début de la République, à la fin du 19e, ça se remet constamment. Et donc là, à nouveau, Bolsonaro, à un moment donné, comme on le sait, essaye de dire non, c'est moi qui décide si on fait ou on ne fait pas de quarantaine. Les suprêmes tribunaux penchent plutôt du côté des élites locales, c'est-à-dire des élites des États fédérés. Cependant, je pense que ça aussi c'est très important de souligner que de 25 de ces 27 États, on a eu une chute dans le degré d'isolement social ces dernières semaines. L'État de Santa Catarina qui a vu, par exemple, augmenter de 800% le nombre de décès de syndrome aigu grave, respiratoire aigu grave, a vu le taux d'isolement descendre de 60 et quelques pourcents à 40 et quelques pourcents. Donc, c'est une chute énorme. Ça sont des données qui sont collectées par un groupe qui s'appelle InLoco, qui est basé à Pernambouc, par exemple, qui, en utilisant, là c'est une question qu'il faut toujours discuter, en utilisant les métadonnées de l'utilisation des portables et compagnie, bon là c'est toute une autre affaire qu'il faut discuter à quel point ces types d'informations doivent être gérées ou pas gérées, libérées ou pas libérées, mais en profitant du fait qu'ils ont ces données, donc du coup je profite pour dire quelles sont ces données, et donc du coup ils suivent à peu près 60 millions de portables, ce qui est énorme comme masse de données pour le Brésil, et là ils montrent à quel point tous les États, sauf 2, ont vu une chute considérable dans les taux d'isolement. Les États qui n'ont pas vu de chute, c'est les États où le système de santé est en train de collapser, comme Manaus, et comme ça commence aussi au Pará. Donc, c'est au nord du Brésil qu'on n'a pas vu une chute dans cet isolement social. Donc, malgré les grandes paroles de Doria, malgré les grandes paroles de Moïse, malgré les grandes paroles de « il faut s'isoler », blablabla, tous sont en train de quand même laisser la chose s'ouvrir petit à petit. Et Bia Rodovalho, et est-ce que qui fait la population aujourd'hui brésilienne, et peut-être Bia Barbosa aussi, les deux Bia pourraient commenter cette partie, cette question, parce que je pense que Bia Barbosa, tu vis au Brésil, Bia Rodovalho
en tant qu'au Brésil, on suit énormément l'actualité, mais c'est pas la même chose entre vivre et suivre intensivement l'actualité. Donc, que fait la population actuellement entre la position prise par Bolsonaro et les mesures mises en place par le gouverneur et maire? Comment vivre ça au quotidien, cette espèce de schizophrénie entre un gouvernement fédéral qui dit il faut travailler, l'économie est plus importante, mais aussi la question de tous les travailleurs informels au Brésil qui n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils travaillent, sinon ils n'ont pas de salaire. Et de l'autre côté, des gouverneurs et maires qui demandent le confinement, même pas obligatoire, mais qui le demandent fortement. Voilà. Je ne sais pas si Bia Rodoval, tu veux commencer, Bia Barbosa peut rebondir ensuite. Bah, je pense que c'est ça, c'est une incohérence partout dans le territoire national. Et il y a ceux qui peuvent, par exemple à São Paulo, où les gouverneurs ont mis en place des mesures plus claires au moins de confinement. Ceux qui peuvent sont confinés, mais il y a toute une masse de personnes qui ne peuvent pas être confinées et qui donc circulent. Au-delà, enfin, des gens qui n'y croient pas à la gravité du virus, il y a toute cette masse des travailleurs qui circulent et qui ne sont pas protégés. On a eu, par exemple, je pense que il faut évoquer cette absurdité. On a eu même des manifestations, notamment à São Paulo et à Rio, des manifestations des gens qui sont contre les confinements au nom de la reprise de l'économie. Les gens manifestent dans leur voiture. Et à São Paulo, par exemple, ils bloquent l'accès aux hôpitaux. Ils manifestent devant la porte et devant la rue qui mène à des hôpitaux. Et c'est aussi, on a cette fracture, on vit cette fracture au quotidien. Il y a ceux qui peuvent être confinés, ceux qui ne peuvent pas, et ceux qui ne veulent pas être confinés, mais sont quand même font un peu attention et circulent en voiture, évitent les transports publics. Mais je pense que Bia Barbosa peut mieux parler de ce quotidien. Je crois que, bon, d'abord, c'est important de différencier parce que les gens qui sont en train d'organiser ces sortes de manifestations pour la réouverture des services, des magasins, des choses comme ça, ce sont des gens plus favorisés de la population brésilienne. Ce sont des gens de la classe moyenne, et donc ce n'est pas du tout la population pauvre. La population pauvre, à mon avis, commence de plus en plus, surtout parce que maintenant le nombre de morts commence à augmenter rapidement et ils sont devant les hôpitaux. Et ils souffrent déjà d'une situation qui n'y a plus d'espace dans les hôpitaux publics pour les pauvres être acceptés, pour être traités du coronavirus. Donc, il est, à mon avis, la population plus pauvre qui peuvent rester à la maison. Le problème, c'est qu'une partie des villes, une partie des États, les services sont en train de fonctionner plus ou moins normalement. Et donc, les gens sont obligés à sortir de leur maison pour travailler. Donc, à mon avis, c'est partie de la population brésilienne qui veulent revenir au travail. C'est une partie de la population qui est la classe plus favorisée du Brésil, qui en vérité veulent que leurs travailleurs rentrent au travail. Donc, c'est une façon très, comment on dit, je sais pas, c'est très facile de demander l'ouverture de travail si tu peux rester à la maison pour que les autres travaillent pour toi. C'est un peu comme ça. Et malheureusement, le pire, c'est que les pauvres ou la situation d'habitation au Brésil, c'est déjà
difficile de garantir un distanciement social, surtout dans les communautés, dans les favelas, où il y a des familles avec 7-8 personnes habitant dans une maison avec super petite. Et donc, dans ces cas, la population est obligée à être agglomérée tout le temps. Donc, c'est presque impossible de faire un isolement, un distanciement social. Et ce sont ces personnes qui sont obligées encore à sortir de la maison pour travailler. Donc, c'est la partie de la population qui est plus en risque. Et c'est aussi la partie de la population qui, à la fin, va souffrir les plus graves conséquences en matière de santé publique parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux pour tout le monde, surtout les hôpitaux publics. Merci, Bille. On a trois questions là qui nous sont envoyées par Facebook. Donc, il y a Luc qui me les envoie. Merci, Luc. Donc, peut-être Fred, Glauber et même Luc, Bille, vous vous sentez libre si vous voulez commenter. Donc, je partage les questions parce que ça touche aux questions du gouvernement, au pouvoir public. Donc, il y a quelqu'un qui dit, bon, il y a une crise politique au Brésil, il y a eu le licenciement du ministre de la Santé par Bolsonaro. Donc, c'est quand même assez étonnant au milieu d'une épidémie de cette ampleur que le ministre qui a mené la lutte contre la pandémie, l'épidémie, soit licencié. Il y a une autre question aussi une autre personne qui nous demande d'expliquer un peu, détailler un peu les déclarations du président Bolsonaro concernant le Covid-19. Donc, est-ce que vous voulez commencer? Peut-être Glauber, tu commences, Fred, Bia Barbosa, et après Luc et Bia Rodoval, si vous voulez intervenir, vous me dites. La question de la démission de Mandetta, du ministre de la Santé, c'est toujours plus complexe. C'est là, tu vois, c'était un peu Mandetta tout aussi fait pour être viré parce qu'il savait à peu près très bien, c'est un politicien, c'est un député, il sait très bien que les dégâts vont être énormes avec la politique de Bolsonaro, la politique du gouvernement fédéral. Donc, mieux sortir pendant que j'ai la pêche d'être la personne qui s'est battue contre Bolsonaro pour sauver le Brésil de l'épidémie, que de rester dans ces navires troués pour couler avec Bolsonaro. Il ne faut pas oublier que Mandetta, c'est quelqu'un qui a été mis au ministère par des services de santé privés, qui voulaient privatiser les systèmes de santé, qui a voté pour l'amendement constitutionnel qui a gelé les dépenses d'État, notamment donc en santé, éducation et sécurité sociale. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours prêché pour la santé publique, au contraire. C'est quelqu'un qui a eu des propos, par exemple, de privatiser les systèmes unifiés de santé au Brésil. Donc, c'est là, ça relève, moi je pense, mais c'est trop tôt pour vraiment avoir un avis tranché, mais ça relève beaucoup plus des évaluations que Mandetta lui-même a fait de son futur politique, qui est nécessairement d'un attachement à son serment d'Hippocrate ou quoi que ce soit, parce que c'était un médecin. Par rapport aux déclarations de Bolsonaro, rien de nouveau sous le soleil. C'est un peu son mode de fonctionnement depuis 27 ans, 28 ans là maintenant de vie politique. Il dit des choses qu'il n'a aucune raison de savoir d'où il dit ça. Il fait juste, bon, ça fait du buzz. Moi, j'ai dit et j'ai continué à dire. Et plus je me marque par opposition à d'autres forces politiques, mieux je capitalise autour de ça. En sachant que lui, il sait très bien que le soutien des élites politiques au Brésil à son gouvernement dépend notamment du résultat économique à la fin de l'année. Donc, il est très bien d'accord avec toute cette prémisse. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le marché brésilien et ce n'est pas possible de le confiner parce que sinon, les résultats à la fin de chaque trimestre vont être déficitaires. Et là, si la Bovespa et ainsi de suite commence à se fâcher avec mon plan économique, là, une forte chance aussi d'être mis à l'écart. Ceci dit, en faisant ça, il s'est mis à l'écart aussi tout seul. Donc, la situation est vraiment bordélique, si on peut dire, là-dessus.
Bon, merci Glauber. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir, parce que aussi on a des questions par rapport aux habitants des favelas, et peut-être on peut avancer si ça vous va. Donc on a reçu une question, je pense que c'est voilà, c'est vraiment par rapport à aujourd'hui. Donc il y a quand même 6% de la population brésilienne qui vivent dans les favelles. Cela représente 13 600 000 personnes, brésiliens et brésiliennes, qui habitent des quartiers appelés favelas. Comment se construit donc la solidarité et le combat à l'épidémie dans ces territoires où l'État est minimal, ou est souvent minimal, pour le mieux, mais plutôt souvent absent? Bon, je passe la parole à Luc, parce que dans toutes les traductions qu'il coordonne pour le site d'Auto-Brésil, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur les questions aussi de l'organisation dans les favelas, vis-à-vis de face à la pandémie. Merci Erika. Juste avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler que ces chiffres sont en fait de 2010, sont du dernier recensement de la population. Et le Brésil vient de traverser 7 années en fait, on n'a pas d'autre mot en bouche que folie. De 2013 à 2020, l'actualité brésilienne, politique, économique, sociale, a quand même été très mouvementée. Et donc, il y a fort à parier que ce soit qu'il y ait plus de monde et que s'ils ne sont pas dans les territoires qui sont appelés favelas, il y a beaucoup plus de monde dans des logements insalubres ou vivant dans des conditions où leur dignité n'est pas respectée dans les espaces urbains ou en périphérie des grandes métropoles. Et donc, une fois que ça s'est dit, l'inquiétude est vite arrivée sur qu'est-ce qui se passerait dans les favelas et dans les périphéries si jamais le Covid-19 arrivait et arrivait en masse. Parce qu'il arriverait du fait de la dépendance économique des périphéries par rapport au centre. Et donc, ça passerait. Et un des premiers cas de mort au Brésil, il faut le rappeler, c'est quand même une employée domestique qui a dû continuer à travailler alors que ses employeurs revenaient de vacances d'Italie, tous deux avec le Covid-19, et ils n'étaient pas asymptomatiques. Et elle a continué à travailler, elle a continué à aller dans les moyens de transport, dans le métro, dans le train, et donc à être en contact avec des gens. Et c'est pas le seul cas isolé. Et on a d'ailleurs traduit un manifeste rappelant ça. Et c'est pas un cas isolé, c'est surtout quand on commence à regarder qui est concerné, c'est beaucoup de femmes qui sont concernées. Qu'est-ce qui se passe dans les favelas? Ce sera un peu être plus royaliste que le roi de dire qu'on a une idée complète de ce qui se passe dans les différents territoires. Mais essentiellement, la première chose qui s'est passée, c'est une coordination impressionnante pour de la communication, de la communication populaire, pour informer les populations sur les gestes barrières, sur qu'est-ce que c'est le Covid-19, quels sont les symptômes, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger, du moins dans un premier temps, mais aussi du journalisme dans les communautés pour dire quelle est la situation, quelles sont les propositions, les actions qui sont faites dans chacune, et aussi commencer à partager à travers le Brésil. Nous, à Auto-Brésil, on traduit beaucoup ce qui se fait sur la plateforme Periferia em Movimento. On suit aussi Ponte de Journalisme, on suit aussi Alma Preta, qui ont beaucoup décrit ces différentes actions dans ces territoires, et aussi donc beaucoup de solidarité sur si jamais vous n'avez pas d'eau, est-ce que votre voisin a de l'eau, et est-ce qu'ensemble on peut partager l'eau qu'il y a pour se laver les mains, vraiment des choses très basiques comme ça. Et depuis cette semaine, le Instituto Marielle propose de mettre en ligne soi-même partout au Brésil, pour faire une cartographie participative, les différentes actions qui sont menées.
pour que les gens soient plus au courant, parce qu'on l'est pas forcément. Glauber, je te passe la parole aussi parce que je sais que tu essaies de suivre différentes actions et peut-être que c'était pas spécifiquement Favela, mais ça reste dans ces initiatives populaires de protection. Oui, tout à fait. La question, si dans un premier moment, comme c'était dit, c'est un virus qui arrive par les biais des gens plus aisés, c'est-à-dire des gens qui font du tourisme, qui sont allés en Europe, qui circulent par avion internationalement. Là maintenant, il touche la population générale au Brésil. Et donc, énormément d'actions de solidarité ont vu le jour ces dernières semaines. On suit notamment avec au Brésil l'action de la pastorale du peuple des rues à São Paulo, avec Père Julio Lancelotti, Juliana Azimoto, l'avocate qui le suit. Et on voit, par exemple, le nombre de gens qui sont là en train d'aider, notamment dans le cadastrement, dans l'enregistrement de ces gens pour recevoir les 600 reais mensuels au Brésil d'aide pour les Covid, à augmenter. À part ça, on voit très bien aussi que par rapport aux peuples autochtones, énormément d'actions sont en train d'être faites, mais notamment par eux-mêmes, c'est-à-dire des appels de financement et tout cela. Glauber, sur les peuples autochtones, on va en parler un peu plus tard. Donc, je pense qu'on reste là sur les questions du pouvoir public et comment sont les réponses là dans les territoires urbains, on va dire ça pour l'instant. Et on passera sur les questions des peuples autochtones tout à l'heure. Ça te va? Bon, encore sur les questions urbaines, on voit aussi, par exemple, que le MTST, Mouvement de Travailleurs Sans Toit, a annoncé, par exemple, qu'ils sont en train de suivre à peu près 30 000 familles dans tout le Brésil, dans plusieurs villes, avec des actions de solidarité directe, c'est-à-dire avec des paniers qu'ils composent à partir de leurs appels à dons, qui est toujours en ligne, donc vous pouvez toujours participer. Je pense qu'ils sont référencés dans les sites de Brésil. Et donc, du coup, ils sont là en action directe de solidarité avec les familles les plus touchées. À la Baixada Fluminense, à São Paulo, dans la zone sud de São Paulo, et ainsi de suite. Donc, les mouvements qui étaient là sur place avant sont en train de se métamorphoser, entre guillemets, avec des actions directes de solidarité. Parce que l'État n'est pas là. L'État n'est pas là. Donc, c'est soit ça, soit les évangéliques aussi. Ça, on a vu une augmentation dans leurs actions auprès des communautés les plus précaires. Ils sont tous les temps en train de diffuser des paniers alimentaires. Vu qu'on parle des mouvements, on a un peu dévié vers les mouvements. Il y a des questions par rapport aux mouvements. Peut-être je vais vous lancer. Je pense que Bia Barbosa pourrait commencer. Erika, est-ce que je peux juste dire deux choses en plus sur ça? Oui, peut-être. Je le dis en deux phrases, moi. 30 000, c'est le chiffre donc, du Mouvement des Travailleurs sans Toit. 30 000, c'est aussi le nombre de personnes sans abri à São Paulo. Il y a 30 000 personnes sans abri à São Paulo qui sont, elles aussi, complètement exposées et, dans tout le Brésil et pour qui c'est très difficile aussi de savoir quelles sont les mesures et pour qui les mairies ne considèrent souvent pas que ce soit des services essentiels et donc coupe les actions de soins de santé pour ces personnes-là. La deuxième, c'est qu'il y a eu quelques articles qui ont fait le buzz il y a 2-3 semaines de ça, parce que à Rio spécifiquement et dans la Baixada Fluminense, donc dans l'aire métropolitaine de Rio, les milices et le trafic de drogue a lui-même imposé un couvre-feu et a imposé des actions de réduction de la mobilité, au point où le ministre a commencé à discuter avec eux. Voilà, oui, c'est deux phrases. Je pense que Fred voulait dire quelque chose aussi. Oui, c'est juste, il y a une tribune assez intéressante à Piauí qui est sortie avant-hier. Et par rapport à cette chose de population, par exemple, il parle de la favela d'Heliópolis, où le IBGE de 2010, il parle de 65 000 personnes, mais la sous-préfecture de São Paulo parle de 180 000. Mais en fait, les gens locaux pensent à 200 000 en fait. Et du coup, ce que cette tribune elle raconte de très intéressant, c'est
cette idée on n'a pas de choix en fait. Les gens qui habitent là-bas, pour la plupart, ils doivent travailler parce que c'est vraiment leur revenu de la semaine, du jour, il est dépensé immédiatement. Donc, ce qu'ils racontent, c'est des familles qui sont en train de s'organiser. C'est juste le père qui travaille, c'est juste la mère, les enfants qui travaillaient ne travaillent plus. Il y a une certaine contention, une nouvelle manière de s'organiser le revenu. Et aussi, il y a l'exemple le plus intéressant, donc, qui je pense que va mériter d'être vraiment étudié après, c'est la plus grande favela, le Paraisópolis, où eux, ils sont vraiment s'organiser à São Paulo, où ils se sont vraiment organisés avec le financement de leur propre service de santé, une nouvelle organisation entre eux, des habitants, de gérer leurs locaux. Et peut-être ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de l'État. Ils peuvent faire d'autres choses et imaginer aller un peu au-delà. Parce qu'en fait, comme l'État, il s'en fout de ce genre, peut-être ils vont imaginer d'autres choses. Et là, c'est des choses plus concrètes en place. Et par exemple, un autre mouvement, vu qu'on est sur les initiatives de mouvement, on parle des favelas, de l'auto-organisation dans les quartiers populaires brésiliens. On a parlé du mouvement Sans Toit, Globe a parlé du mouvement des habitants des rues de São Paulo. Fred vient de parler encore des cours d'organisation. Et la question aussi de ces données, on revient, qui traversent toutes les informations sur le Brésil, c'est les questions de données aussi, parce que je vous parlais de 6% de la population, mais c'est le census de 2010, et comme expliquait Luc, 7 ans des crises politiques, sociales, économiques au Brésil, cette population a dû certainement être, elle est actuellement plus importante. Un autre mouvement aussi qui représente très fort au Brésil et structuré depuis une trentaine d'années, depuis le début des années 80, c'est le mouvement des travailleurs sans terre. Donc, Bi Barbosa, toi qui travailles avec eux souvent, que le connaissent bien, quelles sont les actions qui ont été mises en place par ce mouvement aujourd'hui au Brésil? Quel rôle joue-t-il dans la solidarité par rapport à l'épidémie du Covid? D'abord, c'est important de souligner que les plus grands mouvements sociaux au Brésil sont très engagés dans ces réseaux de solidarité, soutenant la population qui ne peut pas travailler et qui actuellement, et c'est très triste, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à manger tous les jours. Donc, imagine une situation où les écoles étant fermées, par exemple, de nombreux d'enfants n'ont nulle part où déjeuner. Parce que les enfants des familles pauvres au Brésil, ils mangent à l'école. Donc, imagine une situation où les écoles sont fermées et la famille ne peut pas travailler avec la décision des gouverneurs et des maires, de fermer les marchés. Donc, c'est très sérieux. Donc, l'MST, par exemple, a fait des dons de nourriture dans plusieurs villes au Brésil. Donc, où il y a des communautés organisées par les mouvements sans terre, où ils produisent des nourritures. Ils sont en train de faire des dons de nourriture dans plusieurs villes du Brésil. Mais il y a aussi un rôle politique, je crois, qui c'est très important de l'MST au Brésil. Et avec autres mouvements comme le MTST, c'est le mouvement des travailleurs sans habitation. Ils sont organisés dans les fronts Brasil Popular et les fronts Povo Sem Medo. Ce sont deux plus importants fronts de mouvements sociaux ici au Brésil qui rassemblent les plus grands mouvements sociaux. Et ils ont publié ensemble un document qui s'appelle « Plateforme d'urgence pour faire face à la pandémie de coronavirus et à la crise brésilienne. Protéger la vie, la santé, les revenus et l'emploi ». Donc, les documents, ils critiquent l'égoïsme et l'individualisme pour faire face à la situation du Brésil à ce moment et affirment que toutes les sorties passent pour la soumission d'intérêts privés à ceux de l'ensemble de la société. Et au total, ils ont proposé 60 mesures visant à contribuer à réduire les conséquences de la crise. Et ces mesures sont organisées en axes. Par exemple, il y a un qui parle de conditions de base pour sauver la population, un autre sur la promotion et renforcement de la santé publique,
sur la garantie d'emploi et de revenus pour les travailleurs, sur la protection sociale, sur le droit à logement décent, le droit à l'alimentation et aussi sur la réorientation de l'économie et l'allocation des ressources publiques. Et donc, ce sont des propositions très concrètes qui pourraient être adoptées par les gouvernements, pas seulement par les gouvernements fédéraux, mais aussi par les États et les villes. Mais ce qui est important, c'est que pour les fronts, à ce moment, le président du Brésil, il n'y a plus de conditions de gouverner les pays. Donc, les fronts Brasil Populaire, les fronts Povo Sem Medo, se sont sommés à millions de voix qui quotidiennement s'expriment contre le président Jair Bolsonaro au Brésil et ont commencé à exiger la fin du gouvernement. Ça, c'est une chose importante parce que depuis le début du gouvernement Bolsonaro, tout le monde se demande est-ce qu'on va appeler Bolsonaro dehors déjà? On va dire fora Bolsonaro? Oui ou non? Et pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie du coronavirus, beaucoup de mouvements qui, jusqu'à maintenant, n'appelaient pas au Bolsonaro dehors, ont commencé à demander la fin du gouvernement. Et à ce moment, il y a un débat ouvert au Brésil. Donc, comment on peut sortir de cette situation? Est-ce qu'il y a des conditions politiques d'ouvrir un processus d'impeachment dans le Congrès national au Brésil? Est-ce qu'il y a des conditions de forcer Bolsonaro en renonce? Par exemple, hier, le président Fernando Henrique Cardoso, qui était président au Brésil dans les années 90, a demandé à Bolsonaro de renoncer au gouvernement. Donc, il y a aussi, et les mouvements sociaux comme les MST sont en train de jouer un rôle politique important à ce moment pour rassembler de plus en plus jeunes en demandant la fin du gouvernement Bolsonaro. Merci, Bille. Luc, tu disais par rapport à, Bille, elle a cité les deux plateformes des mouvements sociaux, et tu disais que donc à Auto-Brésil, qu'est-ce que nous avons traduit de ces plateformes sur le site internet? On a, dans les recensements qu'on a fait dans l'Observatoire de la démocratie brésilienne, nous avons traduit un certain nombre traduits et recensés, toutes ne sont pas encore traduites. Et si jamais des traducteurs nous écoutent ou sont connectés, on remercie toute l'équipe. Il y a le communiqué de presse de la plateforme dont Guy a parlé, est traduit et est disponible sur notre page internet, ainsi que de nombreux autres, notamment le mouvement des personnes atteintes par les barrages, qui ont fait un certain nombre de propositions que nous avons aussi traduites. Ainsi que la proposition pour la renda básica emergencial, le revenu de base d'urgence. Très bien, merci. Donc, on va continuer encore un peu sur les questions de mouvements sociaux. On a parlé donc des favelas, des quartiers populaires. On a parlé des différents mouvements sociaux urbains ou ruraux au Brésil. Et je pense qu'il y a aussi une partie de la population brésilienne très importante qui est une partie que nous caractéristique, qui nous définit en tant que société brésilienne, ce sont les peuples autochtones. Et je voudrais poser une question à Glauber là-dessus, parce qu'il est souvent en contact avec l'association des peuples autochtones du Brésil, la PIB. Et comment actuellement cette population est en train de s'organiser? Tu disais tout à l'heure que selon leurs données de la PIB, depuis 15 jours, le nombre de personnes autochtones touchées par l'épidémie a augmenté de 800%. Comment est-il possible? Bon, est-il possible parce qu'il n'y a pas de politique pour essayer de sauvegarder ces populations. Juste comme exemple du degré d'abandon qu'ils font face, la FUNAI, la Fondation nationale pour l'indigène autochtone au Brésil, elle a reçu comme budget pour le Covid 10 millions de reais
Et elle a utilisé jusqu'au 20 avril 54 000 reais pour faire des actions pour empêcher la contamination des populations autochtones. Les ministères des droits humains, femmes et la folie de Damaris, qui a comme trésorerie 45 millions de reais, a utilisé que 1000 reais pour des actions pour combattre le Covid-19. Donc, on a d'un côté une population très à risque parce que sont dans des territoires qui sont convoités par des boucherons, par de orpailleurs, par d'agrobusiness. On a une population qui est sous attaque, notamment depuis les élections et l'arrivée de Bolsonaro, parce que Bolsonaro a choisi un peu cette population aussi comme cible majeure, et un État qui a des moyens dans ses mains pour mener des politiques qui ne le fait pas. En parallèle à ça, on a aussi une tentative de l'État d'invisibiliser les cas et les morts. C'est très important de dire, c'est selon les données de la PIB, parce que le secrétariat spécial de santé autochtone ne considère pas un autochtone habitant en ville ou soigné en ville comme étant un autochtone. Et donc, du coup, ces données officielles de l'État brésilien ne prennent pas en compte les autochtones qui sont dans des villes, qui se soignent dans les villes, qui sont contaminés dans des villes. Ils prennent en compte que les autochtones en territoire autochtone, en terre, en réserve autochtone. Donc, c'est pour ça aussi que la PIB fait toute une mobilisation là en ce moment pour dire vous faites partie d'un peuple autochtone. Quand vous êtes à l'hôpital, mais demandez d'être enregistré en tant qu'autochtone et les noms de votre peuple soient pris en compte. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est une démobilisation. Et le gros de l'action de la PIB en ce moment, à part pour l'extérieur, hein, parce que pour l'intérieur, pour les peuples autochtones, la PIB fait tout un travail de communication, comment se préserver, comment se soigner, comment faire si quelqu'un tombe malade dans les villages ou dans la communauté à laquelle les gens sont attachés, comment on fait quand on va en ville, on doit aller en ville, comment on rentre, comment on fait de l'isolement social et ainsi de suite. Mais pour l'extérieur, entre guillemets, pour les non-autochtones, la campagne est ne venez pas dans les territoires autochtones, restez en dehors des territoires autochtones, ne soyez pas un vecteur de contamination majeure, tout en sachant que les peuples autochtones connaissent très bien la biologie comme outil de guerre contre eux. Juste en matière d'histoire, les 60 premières années au Brésil, les estimatifs qu'on a, donc 1500 à 1560, 70 à peu près par là, on passe de à peu près 6-7 millions d'autochtones, les estimatifs, à 1,5 million. Et ça, c'est les chocs biologiques. Ça, c'est les chocs biologiques, les maladies qui touchent des populations qui n'ont aucune possibilité de lutter contre. Aux années 70, donc pas si longtemps que ça, l'armée brésilienne, l'armée de l'air brésilienne, l'armée brésilienne survolait des zones en Amazonie et pour construire une autoroute qui amène nulle part à nulle part, la transamazonique, jetait des vêtements contaminés avec de la varicelle, avec de la rougeole, pour décimer des populations entières. Donc, ils sont très habitués, entre guillemets, malheureusement, à ce type de politique. Donc, ils ont toute une façon de gérer entre eux et politiquement ce type de situation. Mais l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est débloquer cet argent, prendre en considération les cas réels que touchent ces populations et éviter l'entrée des vecteurs de contamination. Merci Glauber. Et là, je vous invite à revenir un peu sur les questions aussi des différents pouvoirs publics brésiliens, parce qu'on a parlé des mouvements sociaux, là on vient de parler des peuples autochtones. Il y a une question aussi, c'est les pouvoirs judiciaires et législatifs. Donc, comment, c'est une question que je poserai à Fred Lira, comment interpréter l'absence de réaction forte de la part du pouvoir judiciaire face aux crimes de responsabilité de Bolsonaro, notamment les manifestations de dimanche 19 avril en faveur du coup d'État, le dimanche dernier, il y a à peine une semaine. Mais au Brésil, comme les choses vont très vite, cette question, elle était posée avant la démission de l'ancien ministre de la Justice, Sérgio Moro. Et je pense que par rapport à Sérgio Moro, Bia Barbosa, tu pourrais toi qui as vécu la soirée d'hier, mais nous toutes,
et tous, on a vécu cette soirée d'hier, même d'ici. On parlera un petit peu sur le départ de Sérgio Moro et tout ce qui a causé, parce que c'est une bombe pour le gouvernement de Bolsonaro. Mais on va commencer déjà par Fred. Si tu pourrais nous donner des billes de compréhension par rapport à cette question de jusqu'à maintenant le silence du pouvoir juridique au Brésil par rapport à tellement de crimes de responsabilité que Bolsonaro a commis jusqu'à maintenant. Bon, je suis lent d'être spécialiste de bon article des juristes. Je vais chercher leur nom ici, mais des juristes qui a sorti juste avant l'élection de Bolsonaro, c'est des constitutionnalistes, ils ne sont pas vraiment, enfin, de gauche normale, hein, social-démocrate, de la USP, professeur émérite, tout ça. Et je pense que mon Internet est un peu faible. Et du coup, ce qu'il montrait, en fait, c'est que la Constitution, depuis 88, depuis qu'elle a été signée, elle a été tellement changée, tellement réformulée, tellement d'ajouts, qu'en fait, elle ne marche plus. Elle est comme un truc, elle est exceptionnalisée, elle est dans un état d'exception sur elle-même, en fait. Donc, du coup, c'est pas, du coup, c'est selon ces juges constitutionnalistes, donc je suis leur rapport. En fait, la Constitution, elle fonctionne comme un état duel dans la théorie de Lénine de l'époque de la Révolution russe. Donc, l'État, et après, ça va se reproduire ailleurs aussi. C'est-à-dire, l'État, le pouvoir juridique, il fonctionne d'une manière à appliquer la Constitution à la lettre ou non, ça dépend du cas. Et pour plusieurs sujets, elle est déjà annulée d'avance. On va voir ça possiblement, on voit déjà ça depuis des années, mais on va voir beaucoup, je pense, prochainement avec l'armée, où elle est vraiment exceptionnalisée. Elle est dans la Constitution, elle est hors de la Constitution, tout en étant dedans en même temps. Donc, elle a juste ce truc double, parce que, voilà, depuis le début. Et du coup, je pense que ça passe beaucoup par là. Après, hier, tout peut changer parce que Moro était un peu le garant. Je ne sais pas, on va pas faire des prévisions de ce sens. Ça peut aller vite, ça peut aller lent. On ne sait jamais. Au Brésil, la vitesse, c'est compliqué. Mais il y avait ce côté aussi. Il y avait le juge qui était là dans le ministère qui annulait automatiquement. Il y a quelque chose qui a sorti que jamais aucun ministre de la Justice avait interdit des choses, avait protégé un président comme Moro à Bolsonaro. Ce n'est pas par hasard que la femme de Moro avait dit qu'ils sont des frères, ils sont des camarades. C'est comme des copains qui ont bagarré hier. Donc, enfin, entre eux, on ne va pas entrer dans le détail. Bon, sont des ennemis, quoi. Sont des ennemis, c'est deux types de fascisme différents. Et le pouvoir judiciaire au Brésil, c'est certainement le pouvoir le plus élitiste, parce que voilà, il y a des concours, c'est des trucs différents. Et c'est le pouvoir le plus bloqué, en fait. Il est bloqué en lui-même, c'est le moins démocratique, il est bloqué, il est corporatif, dès le plus bas jusqu'au plus haut. Le tribunal supérieur, bon, c'est un gros un cirque complet depuis des années. Enfin. Donc, du coup, ouais, le différent, ça serait qu'ils auraient fait quelque chose en suivant la lettre. Ça serait incroyable. Et non qu'il a une situation construite ou un moment opportun qui soit, comment je peux dire, enfin, quelque chose. C'est pas, si peut-être il va avoir un impeachment ou il va souffrir un processus Bolsonaro, tout peut arriver. Mais ça va, les raisons, il y en a des centaines. C'est comme à la carte dans un restaurant, on peut choisir des centaines de raisons. La raison qu'ils vont choisir ou pas, c'est leur choix. Ce n'est pas la raison qui va compter. C'est un peu comme Dilma, ils ont inventé un truc et ils ont altéré là et voilà. Donc, c'est plutôt, je pense, de ce côté qu'il faut regarder. Du pouvoir judiciaire, il ne faut rien attendre, en fait. Il ne faut rien attendre, d'accord. Merci, Fred. Et Bia Barbosa, toi qui as vécu la journée d'hier, qui reste quand même historique au Brésil, le ministre de la Justice démissionne, il accuse le président de la République de encore plusieurs crimes de responsabilité. Le soir même, le président de la République donne une conférence de presse
ou comme a dit Fred, c'était une dispute entre copains. Comme on dit au Brésil, il lavait le linge sale en public et Bolsonaro n'a pas dit un seul mot de la pandémie de Covid. Donc voilà, comment le rôle du pouvoir judiciaire dans tout ça, en plus maintenant avec le départ du ministre de la Justice emblématique du gouvernement Bolsonaro. Oui. Je crois que même si c'est une dispute entre copains, c'est important d'analyser que le départ du ministre de la Justice, Sérgio Moro, alléguant l'ingérence politique de Bolsonaro dans la police fédérale et dans les enquêtes de la Cour suprême fédérale du Brésil, à mon avis, aggrave fortement la crise politique qu'on vit au Brésil depuis le début de l'impeachment de Dilma Rousseff. Donc, ça fait déjà 4 ans au Brésil. Et à mon avis, même si on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, à mon avis, cela augmente la faiblesse du gouvernement à ce moment, avec, si on peut dire, avec la branche judiciaire, d'où Sérgio Moro est originaire, parce qu'il est un ancien juge. Donc, ça fait une semaine, il y a une semaine, j'ai publié une tribune, je peux partager avec vous, c'est en portugais malheureusement, en disant, j'ai interviewé quelques juristes en disant que, compte tenu de l'isolement politique de Bolsonaro face à la crise du Covid, il peut que la STF, que le Supremo Tribunal Federal du Brésil, commence à agir contre la barrière du président, parce que ça fait déjà plus qu'un an que le Supremo Tribunal Federal, que la Cour suprême du Brésil, est muet devant toutes les choses que Bolsonaro décide d'implémenter au pays. Les juristes que j'ai interviewés ont dit qu'on ne peut pas analyser les pouvoirs judiciaires au Brésil sans considérer les forces politiques autour du pouvoir juridique au Brésil. Ça veut dire qu'au début du gouvernement Bolsonaro, le gouvernement était très fort politiquement. Et donc, peut-être, c'est pour ça que la Cour suprême n'a pas bloqué quelques mesures de Bolsonaro jusqu'à l'année dernière. À ce moment-là, comme le gouvernement commence à être plus isolé politiquement, dans le Parlement, dans la société, c'est un moment plus faible. Bolsonaro est encore très fort au Brésil. Il y a encore un tiers de la population qui approuve tout ce que Bolsonaro propose, n'importe quoi. C'est encore un gouvernement fort, mais c'est le moment plus faible du gouvernement depuis son début en janvier 2019. Donc peut-être cette situation politique au Brésil ouvre l'espace pour que la Cour suprême commence à faire quelque chose pour bloquer les mesures de Bolsonaro. C'est ce qu'on espère. Et ça c'est une chose que j'ai entendu parler la semaine dernière, avant tout ce qui s'est passé hier. Donc, je crois que c'est une vision un peu plus optimiste de l'STF ici au Brésil. On va voir. Et Glambert, tu voulais compléter Pas compléter, c'est juste d'autres informations. La gestion de l'épidémie au Brésil, par exemple, elle est au niveau de l'État fédéral assurée par un cabinet des crises qui est chapeauté par le général Braga, en contact direct avec les gouverneurs d'État, quelques responsables du ministère de la Santé et d'autres ministères du développement social, pas de développement social, mais d'autres ministères à côté, d'autres secrétariats d'État à côté. Et Bolsonaro n'a pas la gestion là-dessus. Les réunions se font à son insu et c'est vraiment un risque qui est toujours possible. C'est vraiment d'écarter Bolsonaro sans pour autant vivre une situation de crise qui peut ouvrir un impeachment, parce que rénonciation, je trouve très difficile, Bolsonaro renoncer à son poste. Ça, je trouve que c'est... Bon, après, on ne sait jamais. Mais, et on peut faire en mode une sorte d'articulation, comme disait Bia, avec les STF, d'écarter Bolsonaro de son rôle de chef de gouvernement.
Parce que le Brésil est un pays présidentialiste où les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Mais on peut toujours décider, faire un parlementarisme bizarre à la française, c'est-à-dire, bon, Bolsonaro fait ses déclarations, va à la télé, fait les communications, mais ne décide rien. Tu vois, et on donne les prérogatives réelles, effectives du gouvernement à ses ministres militaires et ainsi de suite. Ça, c'est une situation qui peut s'ouvrir avec des fortes chances. Sans passer par la case Mourão, sans passer par la case vice-président qui prend l'État et ainsi de suite. Ouais. Oui, ça c'était déjà le cas de Temer, hein, qui le dernière année, il ne gouvernait pas en fait. C'était déjà Etchegoy et tous les trucs. Donc, enfin, sauf que ce n'était pas une situation de crise. Et je pense que ça que tu dis du cabinet de l'armée, ça c'est très important parce qu'en fait, par exemple, Macron, il a fait son discours, il parlait de guerre, tout ça, mais un des lieux où vraiment c'est traité comme une guerre et dans plusieurs direction, c'est au Brésil déjà parce que c'est géré par l'armée et parce qu'il y a des choses, plein de choses, les cas fameux là, par exemple, du gouverneur du Maranhão qui a vu une commande été volée par l'Allemagne à cause des mesures de guerre et il a dû faire un détour très bizarre par l'Éthiopie, un truc étrange. Comme des mesures en général qui fait de la logistique pour son armée. Hein. Et le mot employé, c'est guerre, en fait. Donc, il a ce côté un peu extrême. Oui, qu'il faut non, je veux dire, ce que toi et Glauber, vous êtes en train de dire, c'est vraiment, vous soulignez le rôle important que l'armée joue aujourd'hui dans le gouvernement de Bolsonaro, d'une part parce que Bolsonaro a mis dans les postes clés énormément des représentants des forces armées brésiliennes, dans des secrétariats d'État, dans les ministères. Le Brésil n'a jamais eu autant des militaires au pouvoir, même à l'époque de la dictature militaire entre 64 et 85, d'une part, et d'autre part, c'est que vous dites tous les deux, c'est qu'en plus, actuellement, la gestion de la crise sanitaire est faite par l'armée et que Bolsonaro est quand même assez mis de côté par ses chefs militaires. Il suffit de voir le nouveau ministre de la Santé. Ça fait une semaine qu'il est là. Il n'a rien fait, sauf suivre les ordres du deuxième homme du ministère de la Santé, un militaire mis comme personnalité tampon pour gérer effectivement la situation. Donc, on peut mettre en sorte de Nosferatu à la tête du ministère de la Santé, quelqu'un qui ne tenait même pas debout hier dans l'allocution de Bolsonaro, et mettre des gens, des militaires, qui ont une expérience logistique. C'est ça que c'est très important, parce que ces groupes de militaires ont une trajectoire logistique plutôt qu'une trajectoire guerrière. Ce sont des gens qui ont géré de la logistique en Haïti, pour la MINUSTAH, pour les Jeux olympiques, pour le mondial de foot. Ce sont des gens qui ont toujours été à la logistique dans l'armée. Ça, c'est très important. D'accord, merci beaucoup. Nous avons abordé énormément de sujets. Nous avons parlé des données, nous avons parlé des rôles, des pouvoirs, les différents pouvoirs politiques brésiliens, législatifs, judiciaires et exécutifs du président de la République. Nous avons parlé aussi de cette schizophrénie entre le gouvernement fédéral et aussi également entre les gouverneurs et les États, rappelant que le Brésil, c'est un pays fédéral. Nous avons parlé également de la réponse, de la solidarité dans les favelas par les mouvements sociaux, l'organisation des peuples autochtones. Voilà. Et maintenant, de la question aussi du rôle des forces armées brésiliennes dans la gestion de la crise et leur rôle aussi dans le gouvernement de Bolsonaro. Nous avons abordé la question de la crise, la dernière crise dans la crise politique brésilienne, c'est le départ une semaine du ministre de la Santé de Bolsonaro et le ministre de la Justice, un ministre de la Justice que je vous rappelle qui a été un des piliers du gouvernement de Bolsonaro. Mais il nous reste encore 3 sujets qu'on aimerait aborder. Je suis désolée, j'essaie de prendre les questions qui sont posées par les participants et je pose à
nos collègues. Il y a quelqu'un qui vient de partir, Noam de Marseille, qui nous remercie énormément par ses partages très riches qu'il a entendus pendant 1h30. Donc, je pense qu'on va essayer encore, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, soit par Facebook ou par les personnes qui sont présentes dans la salle Zoom, de nous poser les questions par écrit, on va essayer de répondre, j'essaie de lire. Donc, il y a encore des acteurs et des secteurs de la société brésilienne qui sont très importants et dont nous n'avons pas parlé. Un des premiers qui est proche aussi d'Auto-Brésil, c'est le monde culturel, vu que nous organisons depuis une quinzaine d'années, même 16 ans, un festival de cinéma documentaire ici en France. Donc, je demandais à Bia Rodoval de nous parler aussi quel est l'impact de cette crise sanitaire, politique, sociale, économique, parce que c'est une hécatombe qui se passe malheureusement au Brésil, pour ce monde culturel, surtout les cinémas auxquels Bia Rodoval est très proche à travers le festival de cinéma. Nous reviendrons aussi sur le rôle des médias avant la fin. Et là, c'est vraiment le sujet de travail et d'engagement de Bia Barbosa et de collectif Intervozes auquel elle appartient. Donc, quel est le rôle des médias brésiliens dans l'information, dans le combattre des fake news? Mais on va revenir d'abord sur la question du cinéma et l'impact dans la production et l'industrie cinématographique et nos partenaires, des réalisateurs très engagés avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps au Brésil. Bia. Alors, par rapport à la culture en général, le problème, c'est qu'on part d'une situation déjà très précaire. On part d'une crise et la crise du Covid s'ajoute à une crise du secteur culturel. En fait, depuis le début du gouvernement Bolsonaro, on a un démantèlement des politiques publiques pour la culture. Le ministère de la Culture est devenu un secrétariat spécial de la culture lié au ministère du Tourisme. Et depuis les 4 mars, on a la 3e personne à le gérer, qui est l'actrice brésilienne Regina Duarte, ancienne namoradinha do Brasil et militante de la vieille droite brésilienne. Alors, une question que pose tout le secteur de la culture, et d'ailleurs, c'est une campagne menée par les artistes, les travailleurs du théâtre. Ils se demandent où est Regina? Où est-elle, cette secrétaire de la culture qui ne s'est pas encore manifestée face à la crise du Covid par rapport à la culture? En fait, c'est très récent. Les premières mesures du gouvernement commencent à venir et commencent à réagir. Juste par rapport en quelques chiffres, les Brésil possède entre 5 et 6 millions de travailleurs dans le secteur culturel et presque la moitié de ces travailleurs sont des auto-entrepreneurs ou travaillent en freelance ou ne sont pas déclarés. Donc, le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas au Brésil. Donc, on est de nouveau face à une masse des gens qui se trouvent au chômage et n'ont pas de source de revenus. Donc, c'est une situation très, très précaire, notamment si on parle des techniciens, enfin de petits travailleurs de ce secteur. Donc, grâce à la pression des travailleurs de la culture, le gouvernement a inclus dans les dispositifs d'allocation d'urgence des 600 reais. Et 600 reais aujourd'hui, on est autour des 95 €. Hein, oui, voilà. Donc, ils ont inclus dans ces dispositifs d'aide d'urgence les travailleurs de la culture, mais cette aide est loin d'être suffisante. Les travailleurs de la culture, en fait,
il y a une mobilisation des différents secteurs, du théâtre, du cinéma, des musées, de la danse, des artistes des cirques. Il y a des mobilisations nationales, mais aussi beaucoup des mobilisations locales. Et notamment les syndicats, les coopératives et les collectifs, ils font une grosse pression au niveau des municipalités et des États, des gouvernements des États, pour obtenir une aide spécifique pour les travailleurs de la culture, puisque cette allocation d'urgence n'est pas suffisante. Et de toute façon, elle va tarder à arriver. Enfin, ces dispositifs du gouvernement présentent déjà beaucoup de soucis et de retards. L'accès à ces dispositifs d'urgence est déjà difficile. Donc, on a l'inclusion de travailleurs dans ces dispositifs fédéraux, mais on a aussi quelques changements dans les lois dans les dispositifs de soutien à la culture pour rendre plus facile l'accès, pour débloquer des fonds plus rapidement, mais ça reste, au niveau fédéral, ça reste très c'est une action très évidente et très petite. Je voulais te demander, Bia, par exemple, la production cinématographique, théâtrale, tout est arrêté. Alors oui, tout est arrêté. C'est ça, le théâtre, les cinémas, les musées, les salles de spectacle, ils ont été les premiers à s'arrêter et ils seront les derniers à reprendre. Et si la production est arrêtée, tous les paiements, les salaires, tout s'arrête. Et donc, d'où l'importance de cette allocation, d'une allocation spécifique pour les travailleurs de l'art. Par exemple, les théâtres, les travailleurs des arts de la scène en défense de la démocratie, qui est un réseau national, ils demandent notamment la libération du Fonds national de la culture, qui a un budget annuel de plus de 800 millions de reais. Donc, ils demandent que cette allocation vienne de ce fonds. Ils demandent que ce fonds soit débloqué pour aider ces travailleurs. Et pareil, les cinémas commencent aussi à demander, les travailleurs du cinéma commencent à demander que certains fonds, notamment les fonds du secteur de l'audiovisuel, qui est aussi un gros fonds qui était jusqu'à présent paralysé depuis le début du gouvernement Bolsonaro. C'est un fonds on a presque 1 milliard de reais par an et ces fonds est paralysé depuis 2018. On demande que ça commence à être débloqué. D'ailleurs, l'ANSIN, l'Agence nationale du cinéma, l'équivalent du CNC français, ils viennent d'annoncer qu'ils vont libérer une partie ils vont donner un peu de cet argent de ce fonds aux petites salles, aux salles indépendantes et le petit cinéma à essai. Mais par rapport à la production, en fait, dans les cinémas, on a trois fronts. Il y a le front de la production, le front de la distribution et les fronts de la préservation d'événements du type de festival et Bille, je suis désolée, mais je vais devoir te couper. Donc, en gros, le monde, l'industrie culturelle brésilienne est quand même menacée par un manque d'aide
de la part des pouvoirs publics pour qu'elles puissent survivre pendant cette période de pandémie. Et c'est ça. Et face à cette absence de l'État ou ce manque d'action de l'État, en fait, pour le cinéma, l'issue reste dans les mains des plateformes VOD, notamment Netflix, Amazon, Disney+, et Globoplay. C'est eux qui vont garantir la subsistance d'une partie de cette production. D'accord. Très bien, très compliqué, très problématique sur la liberté des créations et la liberté de diffusion du monde culturel brésilien qui crée une dépendance avec des grandes multinationales nord-américaines. Mais bon, ça serait un autre débat. Oui, on le fera sûrement. Je pense qu'il a un acteur important et essentiel pour la vie démocratique de tous les pays, qui sont les médias, qui sont ce qu'on appelle au Brésil les véhicules des communications. Et là-dessus, Bia Barbosa, Intervoz, c'est votre cheval de bataille, c'est la liberté d'expression, c'est les droits à l'information et la communication. Donc, tu pourrais nous faire un bref commentaire là-dessus et nous montrer un peu le panorama aujourd'hui. Quel rôle jouent les médias, soit grands médias, soit les médias indépendants, les médias libres, dans la diffusion de l'information contre l'épidémie et aussi le combat contre les fake news. Très, très rapidement, je crois que c'est important de dire que la presse brésilienne traditionnelle et aussi la presse, les médias libres, les médias alternatifs au Brésil sont en train de jouer un rôle très important en informant la population des risques de transmission de Covid et sur les mesures préventives de santé, notamment face à la confusion informationnelle générée au Brésil, surtout sur l'Internet, avec les positions du président Jair Bolsonaro contre l'isolement social. Et, à mon avis, il est également important de souligner qu'il existe encore une division depuis le début du gouvernement Bolsonaro dans les grands médias du Brésil, dont certaines sont plus favorables au gouvernement fédéral, par exemple comme le groupe Record, la télé Bandeirantes, SBT. Cette partie de la presse, jusqu'à ce moment-là, s'est limitée à faire connaître l'état de la pandémie au Brésil et maximum des mesures pour prévenir la contagion. Mais elle n'a pas fait grand-chose, par exemple, pour dénoncer la position génocidaire du président, ni pour nier les fake news qui se multiplient sur l'Internet au sujet des vaccins, des médicaments pour le traitement de la maladie qui n'existent pas, et sur la gravité de la pandémie. De toute façon, dans ce moment de crise, la presse a retrouvé une partie de sa crédibilité auprès de la population, ce qui était en train de tomber à ce moment à revenu. Des études publiées récemment montrent que la majorité de la population cherche à être informée sur le Covid, le coronavirus, par la presse. Ce qui, à mon avis, est positif à ce moment. Malheureusement, cependant, les grandes entreprises médiatiques du Brésil, à cause de la crise politique qui vient avec la crise politique et sanitaire, sont en train de licencier des journalistes, ou au moins menacent de licencier les journalistes et de réduire les salaires. Donc, alors, il y a une campagne qui vient d'être lancée au Brésil maintenant par la Fédération nationale des journalistes pour affirmer que le journalisme est un service essentiel en ce moment, avec la santé, avec d'autres services qui sont essentiels, que le journalisme est un service essentiel et que les journalistes sont dans la rue pour produire d'informations et pour informer la population en tant qu'on reste à la maison. Donc, il y a des aspects positifs, je crois. Les gens croient plus aux moyens traditionnels, aux médias traditionnels au Brésil à ce moment. C'est positif par rapport à ce qui existe de la quantité de fake news qui existent sur l'Internet à ce moment. Par contre, il y a toujours cette question des journalistes, des radialistes, des gens qui travaillent dans la presse,
qui sont menacés d'être licenciés ou de perdre leur salaire à ce moment. Merci, Bi. Donc, je pense que malheureusement, la réalité du monde culturel et du monde des médias n'est pas très étrangère l'une de l'autre parce qu'il y a cette menace de l'emploi et d'être licencié qui pèse énormément sur les salariés et les professionnels, souvent aussi en dépendant de ces deux milieux, aussi ici en France, pareil, hein, qui créent pas mal de travailleurs indépendants. Je pense que Luc voulait compléter ou ajouter, pas compléter forcément, mais ajouter une information du point de vue des traductions qu'il coordonne pour le Centre d'Auto-Brésil par rapport à la question des médias. Luc? Oui, merci. C'est une question qui est en fait liée à être confiné et parler des périphéries. Et donc, comme beaucoup de journalistes sont chez eux et des médias parlent depuis où ils sont, et donc des centres de pouvoir, nous, on a les informations des correspondants français au Brésil parlent beaucoup des centres urbains qu'ils connaissent ou de ce qu'ils arrivent à accéder en ligne. Et nous, on a fait le pari de traduire donc ce qui se passait dans les périphéries, d'où ce qu'on a déjà cité, le collectif de journalistes et de communicants comme Périphérie en Mouvement, mais aussi des agences de journalisme comme Amazonia Real qui parle de l'Amazonie et qui a annoncé avant tout le monde que Manaus était au bord du collapse. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on traduit aussi tous les ans, maintenant en tant qu'observateur de la démocratie brésilienne, l'atlas de la nouvelle au Brésil et pour voir en fait quelle est la qualité de l'information au Brésil et des médias locaux. Et on peut voir, on l'a pas formalisé, mais si on compare les endroits plus à risque en vulnérabilité, l'absence de médias locaux, l'absence de capacité de se connecter et par locaux, je dis au niveau municipal, au niveau de l'État, de se connecter à Internet ou d'avoir accès à une radio ou d'avoir accès à la télé, ça augmente sensiblement la vulnérabilité de ces populations-là. Et le fait qu'il y ait au Brésil une communication publique qui avant structurait ça et qui est aujourd'hui fragilisée est un facteur supplémentaire de vulnérabilité au moment où le Covid arrive au Brésil et dans ces territoires-là. Merci Luc. Bon, le temps a filé dans une vitesse pas possible. Il est 7h moins 7, pour être précise. Mais je pense qu'on pourrait, je vous propose, je vais vous lancer 2-3 phrases, 2-3 commentaires. Je voudrais que vous résumez tout ce qu'on a dit chacun en 2 minutes et que vous fassiez de la prévision pour l'avenir. Les défis, il est simple. Pour vous, 5, 6. D'une part, il y a quelqu'un qui a intervenu du Brésil, Leandro, qui a dit, qui fait un commentaire, qui fait une réaction sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport comment la population vive le confinement avec cette espèce de schizophrénie entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des États. Donc, il dit le Brésil, il est encore divisé. D'une part, les personnes qui soutiennent Bolsonaro, qui sont contre le confinement, et d'autre part, les personnes qui ne soutiennent pas Bolsonaro, qui sont favorables au confinement, ils voient l'importance et essayent de le mettre en place à mesure du possible. Donc, il dit le pays est revenu sur la scission, le partage et tous les rapports de force et qu'il l'a vécu au moment des élections présidentielles avant. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, donc si vous pouvez faire un commentaire là-dessus. Il a une question qui est, bon, ça nous aurait pris plus de temps, mais malheureusement, nous n'en avons pas. C'est aussi les conséquences géopolitiques pour la région, vu que le Brésil est le pays plus grand et un pays économiquement très important de la région latino-américaine, quel impact aussi pour ses voisins, vu du point de vue du Brésil et les mesures qui sont mises en place. Peut-être vous n'allez pas réagir sur tout, donc essayez de réagir peut-être certains, Glauber commence, Bia Barbosa, Bia Rodovalho, Fred, Luc, chacun réagit d'un point de vue que l'autre n'a pas réagi, comme ça on a un peu de temps. Et je pense qu'il y a une troisième chose à dire,
de quoi sera fait les lendemains du Brésil? Qu'est-ce qu'on peut attendre avec ce qu'on a aujourd'hui, une crise politique immense qui dure depuis quelques années, comme a rappelé Bia Barbosa, une crise sociale aussi, une crise économique et maintenant une crise sanitaire. Voilà. Donc, si vous voulez commencer, peut-être Glaubert qui n'a pas pris la parole dernièrement et après on continue. Faire de l'exercice de futurologie, c'est impossible parce que la situation est trop chaotique. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Ce qu'on peut quand même avoir en tête, c'est qu'il y a une articulation de plus en plus visible de certains secteurs de l'État au Brésil, notamment alors le militaire. On avait parlé vite fait sur le cabinet des crises sanitaires géré par Braga Neto, mais aussi cette semaine, c'était annoncé un groupe d'études au sein du gouvernement pour étudier les plans de relance économique après. Et ils appellent en sorte de plan Marshall brésilien pour l'après, pour faire face à la récession, pour faire face à la crise économique. Qui est derrière ces plans? Le même général Braga. Et à nouveau, dans ces groupes d'études, Paulo Guedes, les libéraux par excellence, n'y est pas. Il va être éventuellement consulté, mais le ministre de l'économie et de l'industrie au Brésil ne fait pas partie du groupe de discussion qui pense les plans économiques de relance. Donc, à nouveau, on voit une solidification, entre guillemets, de certains secteurs de la logistique, de l'armée, qui sont dans les postes de pouvoir aujourd'hui, qui disent, bon, de toute façon, vous faites que du gros bordel, nous, on sait gérer. Donc, laissez-nous gérer. Donc, les futurs, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va donner. Cependant, ce qu'on voit, c'est cette solidification autour de ces figures-là. Merci Glaubert. Peut-être Bi Barbosa, est-ce que tu pourrais intervenir aussi par rapport à deuxième point que j'abordais, la question de l'impact géopolitique pour les voisins en Amérique latine du Brésil? On te voit, Bi, mais on t'entend pas. Pardon, je cherchais d'ouvrir mon micro, pardon. Donc voilà. Donc, c'est vrai que le Brésil est le pays à ce moment qui a le plus grand nombre de cas et qui est au milieu de ce débat si on fait l'isolement social ou on ne fait pas, parce qu'il y a cette division entre les gouverneurs et les maires et entre les présidents de la République. Certains analystes de TV Globo, par exemple, disent déjà que le Brésil fait part du G4 du coronavirus, aux côtés des pays dont le gouvernement continue à nier les pandémies. Donc, les G4 seraient Nicaragua, Turkménistan, Biélorussie et Brésil. Donc, en Amérique latine, quand on regarde, bien sûr qu'il y a des pays plus pauvres et avec plus de problèmes dans le système de santé pour servir la population, par exemple, comme l'Équateur. Mais le Brésil, cette position de nier d'une partie et de ne pas prendre les mesures nécessaires, et de l'autre côté d'essayer de faire l'isolement social et de mettre l'État et mettre les ressources politiques et économiques de l'État en faveur de la population plus pauvre, plus ou moins nous laisse sans savoir l'avenir. Donc, cette question sur quel est l'avenir pour le Brésil, c'est très difficile à répondre. Je crois que l'avenir de Bolsonaro au Brésil par rapport à la géopolitique mondiale dépendra beaucoup de ce que Donald Trump fera aux États-Unis. Par exemple, si Trump réouvre l'économie, comme il a dit qu'il va réouvrir aux États-Unis, je crois, à mon avis, que Bolsonaro gagnera un allié international important pour sa théorie de réouverte du marché. Sinon, peut-être Bolsonaro y restera isolé. Notre plus grande préoccupation à ce moment, c'est la population plus pauvre du pays,
quand on parle de ça, on parle de 100 millions de personnes et qui malheureusement sont en train de traverser cette crise avec un gouvernement ultra-néolibéral qui réduit le rôle d'État de plus en plus. Et j'espère que nous sortirons de cette crise avec un gouvernement affaibli afin de pouvoir peut-être surmonter Bolsonaro lors des prochaines élections. Merci, Bi. Bon, Fred, je sais que je demande des exercices difficiles à mes camarades, mais entre 2-3 minutes, si tu veux commenter ou si tu veux parler encore dans des 3 points sur l'impact géopolitique, de quel lendemain le Brésil sera fait. Ouais. Et aussi par rapport à tout à l'heure, est-ce que cette dualité, cette tension entre pro-Bolsonaro et contre-Bolsonaro, on revient un peu à l'époque des élections de 2018? Ouais, donc bon, je ne vais pas aussi futurologie, je ne vais pas faire, je ne suis pas prophète, mais on a besoin de prophètes. À un moment donné, la gauche plus radicale avait des prophètes et ça nous manque un peu. Mais ces choses du futur, je ne crois pas trop, je crois qu'il faut décider maintenant en fait. Il faut au moins imaginer, parce que tout le monde, bon, ils sont en train de parler qu'on va peut-être avoir 2-3 ans de crise continuelle sanitaire. C'est un cadre pas improbable de crise successive de coronavirus, peut-être d'autres virus. Donc, en 2-3 ans, ça va être des états de déception mondiale installés pour toujours. Ça, dans une crise énorme. Et on est en train de rentrer partout dans le monde. Au Brésil, c'est plus clair parce que voilà, les militaires, ils sont déjà en train de commander les choses. Mais on va entrer probablement de plus en plus vite, on est peut-être déjà dans une économie de guerre sans guerre. L'économie, elle va rassembler beaucoup la manière de gérer partout dans le monde, comme c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et l'entre-guerre aussi, sans avoir une guerre, au moins pas dans la dimension, parce que s'il y a une guerre mondiale, c'est la fin du monde. Donc, et ça, il faut voir l'idée, par exemple, de parler de plan Marshall. Le plan Marshall, il est un plan qui c'est sorti de la guerre. Donc, il a un côté militaire, économique, de gérer qu'est-ce qui va se passer avec cette idée il y a quand même un cas extrême. Et aussi ce que s'est passé en Haïti, ils ont développé et qui peut-être ça va être vraiment une armée qui peut être plus exterministe que maintenant. Mais de l'autre côté, il faut imaginer qu'on redécouvre une certaine classe populaire qui était un peu oubliée, qui redevient essentielle, comme des infirmières, pas des livreurs, de certains services que la société est en train de redécouvrir, des gens qui gèrent l'Internet, tout ça, qui sont en train la société est en train de redécouvrir qu'ils sont essentiels et ne peuvent pas compter avec, ne pas fonctionner sans eux. Donc, comme il faut déposer les espoirs peut-être chez eux, et imaginons qu'un jour, ils s'arrêtent tous, disons, au Brésil et au monde. Peut-être là, quelque chose va commencer. Comme ça, on arrête l'Internet, etc. Et on pourrait avoir la vie. On va avoir 2 ans qui vont nous rassembler beaucoup à 1917, à 19, là. Donc, optimiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour cet appel à la révolution collective. Ce n'est pas chaque jeudi. Hein. Bia Rodoval, 2-3 mots de conclusion Oui. Alors, effectivement, c'est un exercice très difficile, mais c'est que je mettrais en lumière plutôt. Je souligne ce que Fred a dit dans sa première intervention par rapport à l'autogestion populaire. Je pense qu'on doit rendre visible justement toutes ces réseaux de solidarité qui s'est créé indépendamment de l'État et qui rendent
évidente la faillite de cet État national, toute sa faillite, sa corruption. Et c'est là qu'on peut imaginer justement une autre façon de concevoir la société, d'autres alternatives possibles. Peut-être que l'espoir est là dans ces communautés, dans ces favelas qui s'organisent toutes seules, dans les communautés autochtones qui s'organisent toutes seules. Peut-être que l'espoir est là, en fait, c'est dans cette force et cette capacité d'autogestion. Et je ne sais pas si s'ils vont pouvoir renverser cet état corrompu et décadent, mais je pense que de cette catastrophe, ce que je tire d'un trait d'espoir, c'est là, donc cette capacité d'auto-organisation, d'autogestion populaire de la crise. Merci, Bi. Et Luc, oui, quelques mots pour la fin, comme conclusion, des points que tu vas le mettre en lumière. Vous m'entendez? Oui, normalement. C'est pas juste parce que j'arrive après 3 interventions qui tapent sur un État inexistant, et moi, vous allez me reconnaître, je vais dire que l'État existe, c'est le gouvernement qui est décevant, mais l'État existe, et c'est dommage de le dire autrement, parce que les médecins qui sont en train de travailler, le SUS, le système unique ou universel de santé, qui franchement tient la barre, malgré un collapse dans certaines villes, c'est l'État brésilien qui a essayé de se construire sur la fondation d'une constitution de 88 qui n'a jamais réussi à aboutir, mais l'État est là. Donc la déception dans le gouvernement n'est pas forcément la déception dans un État. Et je défendrai toujours ça au sein d'Autre Brésil. La deuxième chose, c'est, en parlant du SUS, que aujourd'hui, la majorité des cas confirmés restent des personnes qui se caractérisent comme blanches, ce qui veut dire que la crise arrive pour l'instant, encore une fois sous-déclarée, mais elle arrive encore, le pire est devant nous pour les autres populations, c'est-à-dire et surtout les peuples autochtones et surtout les populations noires. Et dans les noirs, je parle des noirs en ville, mais je parle aussi des personnes qui vivent dans les territoires quilombes ou les quilombolas. Qui sont extrêmement exposés, qui sont 80% de la population qui a accès à ce système universel de santé, donc la santé de base, et donc elle est en collapse avant que ces gens arrivent au système, donc dans les hôpitaux. Donc je pense que, j'ai du mal à être optimiste, mais je tiens à saluer la force des gens qui font l'État dans la rue. Peut-être en géopolitique, il y a une question qui se pose pour la France avec la Guyane, puisque les communautés autochtones sont aussi fortement exposées du fait de la circulation des orpailleurs et de la circulation de coupeurs de bois illégaux qui passent par la Guyane et par d'autres territoires. Et donc pour l'instant, c'est eux qui amènent la contamination. Se posera la question de quand ils rapporteront la contamination dans l'autre sens à futur. Donc, il y a des questions très sérieuses. Après, il faut pas oublier que dans le reste de l'Amérique latine, la réponse des gouvernements n'est pas idéale et que ce conflit entre président et maire, gouverneur est aussi présent un peu partout. Et le cas de Guayaquil en Équateur a été la preuve, et puis la France aussi est face à ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pu suivre cette rencontre débat par le live Facebook d'Autre Brésil, ici présent avec nous dans cette salle Zoom. Merci beaucoup. Merci pour les personnes qui ont envoyé des questions en amont au long de la semaine, qui ont possibilité de préparer ces temps de discussion et échange. J'ai remercié énormément Bia Barbosa qui a pris du temps au Brésil
C'est toujours important pour nous, Auto-Brésil, de compter sur le soutien, le partage d'informations et de connaissances avec nos partenaires brésiliens. Encore un grand merci à toi et bravo pour le super travail que vous faites à Intervozes. On va continuer à vous suivre et à traduire vos textes. N'hésite pas, tu as parlé d'un texte, tu nous enverras le texte, l'interview avec les juges. Ce serait avec un plaisir qu'on pourra traduire. Mais merci à cette équipe géniale qui est Auto-Brésil, Bia Rodovalho, Fred Lira, Glauber Cesarino, Luc Aldon. Il n'y a pas que, nous sommes nombreux et nombreuses. Tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui. Et continuez à nous suivre. Merci. Ouais, on a plein de merci là sur le groupe Zoom. Merci beaucoup. Et on va continuer à diffuser d'informations, de traduire des analyses sur le site d'Auto-Brésil. Tout ce qui est question de données, vous pouvez regarder dans la partie Observatoire de la démocratie brésilienne, aussi sur le site d'Auto-Brésil. Bientôt, il y aura un site dédié. Voilà, on continue dans notre travail ici de solidarité avec le Brésil, avec les mouvements sociaux, avec nos partenaires. Et aussi ce travail qu'on fait depuis 20 ans en formation sur le Brésil, sur les questions sociales et environnementales en France, en langue française. Merci beaucoup et à bientôt.